Bonsoir à toutes et à tous. La France interdit de fait les équipements chinois Huawei sur l'ensemble du réseau mobile. Alors certes, ça n'est pas une interdiction officielle, c'est une interdiction subtile qui ne dit pas son nom, puisqu'officiellement, les opérateurs télécoms français peuvent toujours acheter des équipements, des antennes Huawei, mais attention, leur utilisation sera limitée dans le temps. Alors question, la France a-t-elle raison, après les États-Unis, après la Grande-Bretagne, de se méfier ainsi de ces antennes chinoises Huawei, accusées par Donald Trump d'être des outils d'espionnage au profit de la Chine? Et puis plus généralement, faut-il vraiment développer en France ce réseau mobile de 5e génération ultra puissant? Plusieurs maires écologistes, à Bordeaux, à Grenoble, demandent un moratoire sur la 5G, le temps d'évaluer les conséquences sanitaires et environnementales de cette nouvelle génération de téléphonie mobile. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons intitulé ce soir « La 5G de Huawei indésirable en France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur fondateur du cabinet de conseil Asterès, auteur de La mondialisation de demain, c'est aux éditions de l'Observatoire. Sophie Fay, vous êtes grand reporter à l'Obs, spécialiste des questions économiques. Isabelle Lasserre, vous êtes rédactrice en chef adjointe du service politique étrangère du Figaro. Et enfin, Emmanuel Paquette, vous êtes journaliste à l'Express, spécialiste des nouvelles technologies et du secteur des télécoms. Et bien justement, première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en des termes simples, parce qu'on s'y perd vite dans les télécoms, c'est que cette 5G? C'est un nouveau réseau mobile qui est encore plus puissant que celui qu'on a actuellement, qui s'appelle la 4G. Donc. Alors, ce n'est pas simplement une nouvelle génération, parce qu'à chaque fois on avait 3G, 4G, maintenant 5G, donc effectivement 5e génération avec des débits plus importants. Mais il y a aussi d'autres spécificités. Alors, pour en brosser deux très rapidement, il y a un délai de latence qui est beaucoup plus rapide. Donc, ce qui veut dire une voiture autonome demain, elle pourra répondre très rapidement. Alors qu'aujourd'hui, si le réseau est embouteillé, eh ben, en gros, la réaction de la voiture va être lente. Donc ça, c'est quand même un aspect assez important. Le 5G on pourra le mettre dans les voitures et pouvoir avoir cette fameuse voiture autonome, c'est Exactement. Ça. Et puis pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, comme vous peut-être, en ligne, ça permet de répondre très rapidement quand vous jouez avec quelqu'un d'autre qui peut être situé à des milliers de kilomètres. Il n'y a pas de latence au moment où vous pouvez jouer. Donc ça, c'est un des éléments importants. Et puis un deuxième élément rapide aussi, ce qu'on appelle le network slicing. Alors ça, c'est que vous découpez en tranches le réseau. Ça permet de dire, pour des choses très critiques, notamment la voiture autonome, il nous faut un débit constant. Donc celui-là, on le met à part et on sécurise cette part de réseau par rapport à des gens qui veulent jouer ou regarder Netflix, par exemple, qui est un peu moins critique dans la vie, ou de la télémédecine, par exemple, où là, on aura des débits qui seront toujours au top pour pouvoir avoir des choses constantes. Ça permet d'avoir une voie réservée ultra rapide pour des opérations critiques comme évidemment la voiture autonome. La voiture, la médecine, etc. Donc ça, la 4G ne peut pas le faire, la 5G pourra le faire. Alors Sophie, c'est merveilleux là, ce monde ultra technologique, mais est-ce que c'est le moment là, de passer à la 5G, sachant qu'il y a beaucoup de Français tout simplement qui aimeraient bien qu'il n'y ait plus de zone blanche ou avoir la 4G tout bêtement. Y a-t-il urgence, là, en septembre, à passer à la 5G? Il n'y avait pas urgence à passer à l'iPhone tant qu'on ne connaissait pas l'iPhone ou à passer au smartphone tant qu'on ne le connaissait pas, mais dès qu'on l'a eu entre les mains, on s'est demandé comment on faisait avant. Il n'y avait pas d'urgence de passer à la 4G quand on avait la 3G. Finalement, c'était déjà pas mal. Et au début, d'ailleurs, on se demandait s'il fallait aller à la 4G, mais dès que ça a été plus rapide et plus... dès qu'on arrive dans les zones en 3G, on se dit, comme vous dites, et comme tous ces gens qui n'ont pas la 4G, mais elle arrive quand? Comment on faisait avant? Et donc là, on va avoir le même... Là, on a déjà un bon débit, donc cette petite latence en moins qu'on a, elle ne va pas forcément nous servir. Mais je crois qu'on n'imagine pas encore quels sont tous les usages de demain. On en connaît quelques-uns, mais pas tous. Et puis, il y a une différence avec ce réseau de 5G, à mon avis, c'est qu'il va peut-être un peu moins profiter aux particuliers qu'aux industriels. Et donc, il va permettre de faire des usines plus performantes. Automatisées, robotisées, au millième de seconde près. Exactement, d'avoir de la maintenance prédictive, de la maintenance préventive. Il va peut-être pas, on aura peut-être un jour des vêtements connectés qui nous permettront de savoir si, par exemple, un ouvrier dans une usine est exposé à une source de chaleur trop importante trop longtemps, s'il est fatigué. Donc ça peut permettre d'amener davantage de productivité dans les usines, peut-être d'avoir des unités plus petites et plus flexibles, plus rapides. Et donc ça peut peut-être changer. Alors on n'en est pas tout à fait sûr, mais ça peut apporter un progrès important. Et dans la compétition internationale dans laquelle on est aujourd'hui sur la production, c'est difficile de se dire qu'on passe complètement à côté. Donc, Nicolas Bouzou, la décision a été prise d'installer le réseau 5G en France. Et pour ça, il faut installer de nouvelles antennes. Et donc, il faut des équipements. Et le numéro 1, celui qui fournit le numéro 1 pour ces équipements, ce sont les Chinois de Huawei. Est-ce qu'on a raison quand même de se dire, attention, ce n'est pas anodin
de se fournir en équipement, en antenne pour les réseaux télécoms auprès d'un fournisseur chinois. Non, c'est pas anodin. Je ne pense pas que le problème, ce soit Huawei. Huawei, c'est une très grande entreprise qui est très observée aujourd'hui, dont les acheteurs nous disent qu'elle propose un rapport qualité-prix qui est bon. Donc, je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la Chine, en réalité. Parce que, évidemment, quand vous équipez un réseau, vous avez la capacité technologique à éventuellement récupérer des informations. Et dans un pays comme la France, il y a énormément d'informations très sensibles, comme en Angleterre, comme le Royaume-Uni, qui a très exactement le même débat et qui a des positions d'ailleurs encore plus fortes, un peu plus véhémentes encore Ils que, ils le disent, que les positions françaises. Et il faut bien comprendre qu'on est entré dans une nouvelle guerre froide. On y était de façon latente avant la crise du coronavirus, mais la crise du coronavirus a véritablement aiguiser la compétition entre les États-Unis et la Chine. Alors, je pourrais dire entre l'Occident et la Chine. Il y a une compétition aujourd'hui pour la domination technologique, économique et donc géopolitique du monde. Et donc, nous retrouvons un monde qu'on avait un peu oublié, qui est le monde des années 60, 70, un peu le monde des années 80, qui est celui de relations qui ne sont pas forcément des relations belliqueuses entre les puissances. Je ne crois pas du tout à une guerre chaude, mais cette guerre froide, avec des blocs qui défendent leurs intérêts stratégiques et qui peuvent éventuellement faire preuve de paranoïa, mais pourquoi pas, la paranoïa, ça peut être une forme de protection aussi, eh bien, nous y sommes. Et donc, très clairement, moi, j'essaie toujours de réfléchir de cette façon-là, mais je me dis, si j'étais en charge de ce dossier, si j'étais ministre de l'économie, est-ce que je ferais appel à Huawei ? Du point de vue technologique, du point de vue du rapport qualité-prix, je me dirais que c'est formidable. Mais enfin, très honnêtement, je ne serais pas complètement tranquille à partir du moment où je considère qu'on est dans une situation avec la Chine qui est quand même une situation pas d'hostilité, mais à minima de compétition et de défense de nos intérêts beaucoup plus vigoureuse que ça n'était le cas il y a 5 ou 10 ans. Alors, Isabelle Lasserre, ce qui est curieux, c'est qu'on n'interdit pas le matériel Huawei. On a l'impression qu'on ne veut pas non plus se fâcher avec les Chinois. Bruno Le Maire ne cesse de le dire, mais non, Huawei est le bienvenu. Sauf que là, ils viennent de durcir les conditions. C'est-à-dire que si SFR achète des équipements Huawei, il ne peut les avoir que pour 3 ou 8 ans. Donc on se dit, SFR va se dire, je vais mettre une antenne pour 3 ans, quoi. Donc c'est une façon, on a peur au fond d'aller à la confrontation avec les Chinois, donc on le fait de façon subtile. La méthode est pour s'opposer à la. Elle est florentine, la méthode. Alors, elle est à l'opposé de la méthode britannique, qui la semaine dernière, les Britanniques ont chassé Huawei du pays quasiment. La méthode française est plus ambiguë, elle est plus progressive. Alors oui, on ménage la Chine, enfin on a ménagé la Chine pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est en retard sur la technologie 5G, parce que les intérêts économiques sont énormes, parce qu'on a peur de répercussions économiques de la Chine. Mais aussi on ménage la Chine parce qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a absolument aucune unanimité sur la volonté de contrer la Chine. Il y a des pays qui défendent la Chine, par exemple l'Italie, auprès de laquelle la Chine s'est portée au secours en envoyant des masques pendant la crise du Covid. L'Italie qui est le premier pays à avoir signé l'accord sur la route de la soie. Et puis il y a encore une autre raison, c'est qu'on ménage la Chine parce que, et ça c'est très français, enfin c'est européen, mais c'est très français. Enfin l'Élysée, ils sont très axés sur cette volonté de ne surtout pas se laisser embarquer dans le duel entre la Chine et les États-Unis. Et c'est dans ce duel que Trump essaye d'embarquer les Européens, et notamment la France. C'est ce qu'il essaye de faire au G7, parce qu'il essaye de transformer... Donald Trump fait pression sur nous pour dire ne prenez pas de matériel Huawei. Donc, Donald Trump fait pression sur les Européens de manière absolument constante en envoyant les plus hauts responsables américains. La semaine dernière, c'était le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump qui était à Paris, Pence, pour essayer de convaincre les Européens de boycotter Huawei. Et puis plus généralement d'avoir une politique beaucoup plus dure vis-à-vis de la Chine. Mais c'est vrai que les États-Unis
sont en train d'essayer d'entraîner l'Europe dans ce duel de plus en plus dangereux quand même, et de plus en plus, avec de plus en plus de confrontations, et que la France résiste. Elle veut surtout pas tomber dans ce piège. Ouais. Donc c'est aussi pour ça. Donc il y a plein de raisons. Cela dit, on ménageait la Chine. Le Covid, la crise du Covid a, à mon avis, changé beaucoup de choses, parce qu'on s'est aperçu avec les mensonges chinois, la manière de réécrire l'histoire, ces loups combattants, les ambassadeurs de combat qui ont été en fait actionnés par Pékin depuis de nombreux mois, mais surtout pendant la crise du Covid pour en fait attaquer et fragiliser les démocraties occidentales. Enfin, il y a eu une espèce de... La Chine n'a pas changé de visage en quelques mois, mais l'Europe... Enfin, a vu le vrai visage de la Chine, qui est un visage d'une dictature dirigée par Xi Jinping, qui veut en fait être la première puissance mondiale et qui a fait de son pays, contrairement à Deng Xiaoping, une puissance agressive en ce moment. Donc en fait, Sophie Fay, très vite, on s'aperçoit, dès qu'on parle de cette affaire Huawei, on s'aperçoit que derrière, il y a une bataille pour la suprématie mondiale. On a l'impression que chacun se dit « Oh là là, mais c'est le symbole du pouvoir qui bascule en Chine ». Non, c'est ça qui est derrière cette bataille Huawei. C'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus, au fond. Oui, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce que dans le plan de relance post-Covid qu'ont lancé les Chinois, il y a 400 milliards de dollars d'investissement qui sont pour ce qu'ils appellent la nouvelle infrastructure. La nouvelle infrastructure, c'est la connectivité en général, donc la connectivité entre les villes, des trains à grande vitesse, la connectivité à l'intérieur des villes pour qu'elle soit plus fluide, et la connectivité entre les gens à travers cette 5G dont ils font un enjeu majeur. Donc ils ont déjà 100 millions de personnes connectées au réseau 5G qui commencent déjà à exister là-bas, en Chine, et donc ils sont déjà en train de commencer à développer ce qu'on n'imagine pas encore, c'est-à-dire les applications qui vont être utilisées pour la 5G. Ils prennent un coup d'avance, les Chinois. Ils prennent un coup d'avance, et on ne peut pas non plus complètement, on ne peut pas regarder ça de manière indifférente, quoi. Emmanuel Paquette, on a l'impression qu'il n'y a pas d'attitude commune en Europe. C'est chaque pays dit s'il veut du Huawei ou s'il n'en veut pas. C'est dommage, on a fait l'Europe pour afficher un front uni face à la Chine, et là, on y va en ordre dispersé en disant « Moi, je n'ai pas envie de Huawei, mais s'il vous plaît, monsieur Xi Jinping, ne me tapez pas sur la tête ». Oui, c'est même plus compliqué que ça, parce que en fait, même les intérêts français ne sont pas les mêmes dans ces frontières et à l'extérieur de ces frontières. Si on prend le cas d'Orange, par exemple, ils n'utilisent pas de Huawei sur le territoire national et ils vont continuer à ne pas en utiliser. En revanche, Orange utilise du Huawei un peu partout sur la planète, notamment en Afrique où ils sont extrêmement présents. Les services de renseignement disent que c'est une chance en France d'avoir du Huawei en Afrique. Ça permet d'écouter ce qui se passe là-bas, et notamment dans la lutte antiterroriste. Attendez, vous êtes en train de dire que c'est bien vrai. En fait, ces antennes Huawei, on peut très facilement les utiliser pour se livrer à des opérations d'espionnage. Si vous voulez, en fait, la problématique, c'est de savoir est-ce qu'il y a des failles de sécurité qui sont laissées de façon opportune par le constructeur pour permettre des écoutes, ou est-ce que c'est simplement des défauts de programmation comme on en trouve partout aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas la même chose avec des antennes Ericsson ou Nokia ? C'est la même chose. Il y a aussi des failles de sécurité chez Ericsson, il y en a aussi chez Nokia, effectivement. Mais en tout cas, c'est là où il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'Orange va continuer à faire du Huawei à l'extérieur du frontière, mais pas en France. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un deux poids, deux mesures. Nicolas Bouzou, écoutez, on n'arrête pas de dire l'Europe puissance, la souveraineté, etc. Il se trouve qu'on a deux fabricants en Europe, Nokia et Ericsson. Pourquoi est-ce que tout simplement on ne dit pas on vous adore les Chinois, mais nous on a nos deux constructeurs, vous comprenez très bien qu'on essaye de faire de la préférence européenne. Favorisons Nokia, donc Nokia finlandais à moitié français, et Ericsson suédois. Il y a deux difficultés par rapport à ça. La première difficulté, je vous raconte quelque chose. J'ai rencontré la semaine dernière le ministre de l'économie d'un tout petit État européen, donc qui n'a aucune problématique de secret défense, qui n'a pas d'armée, etc. Et qui me disait, voilà, moi je dois faire un choix qui est un choix uniquement en termes de technologie et de prix. Ben, ce choix qui s'est imposé à moi, c'est celui de Huawei, parce que moi de toute façon, je n'ai pas peur d'être espionné, il n'y a rien à voler chez moi, et donc je vais chez Huawei. Voilà. Donc, meilleur rapport qualité-prix. Voilà, meilleur rapport qualité-prix. Je ne sais pas, je n'étais pas à sa place, mais enfin en tout cas, c'est la façon dont il a évalué les choses. Deuxième chose, quand on parle des pressions américaines, pardonnez-moi, mais c'est beaucoup plus que des pressions. Depuis quelques semaines, si vous voulez exporter des semi-conducteurs, les semi-conducteurs, ce sont des choses qui servent à faire des puces qu'on va retrouver par exemple chez Huawei. Si vous voulez vendre ça en Chine, si vous êtes américain, il faut demander l'autorisation à l'administration américaine. Simplement, les Américains pratiquent quelque chose qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire qu'à partir du moment, prenez une entreprise française, à partir du moment où elle travaille avec une entreprise américaine, donc elle fait des transactions en dollars avec l'entreprise américaine, la justice américaine considère qu'elle est soumise au droit américain. Et donc, elle n'a plus le droit d'exporter librement des semi-conducteurs, si elle en fabrique, à Huawei.
Et donc là, nous avons un sujet de puissance, un sujet juridique par rapport, non pas à la Chine pour le coup, mais par rapport aux États-Unis, qui est quelque chose de colossal, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est en train de prendre une ampleur considérable parce qu'au fond, cette extraterritorialité du droit, elle s'appliquait essentiellement à des entreprises qui faisaient des transactions avec des pays avec lesquels les États-Unis étaient en conflit ouvert, comme l'Iran, typiquement, et on a connu des banques françaises qui ont eu des amendes très importantes. Bon. Mais on voit que cette extraterritorialité du droit, elle s'étend de plus en plus. Et donc là, on a besoin d'avoir une réponse européenne qui soit extrêmement puissante. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais donc, quand vous êtes une entreprise, de fait, vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes avec la justice américaine. La justice américaine, vous savez, avoir des problèmes avec la justice française, c'est embêtant. Avec la justice américaine, c'est inquiétant. C'est ce que disent tous les dirigeants d'entreprise. Et donc, ça bloque considérablement le commerce international et notamment le commerce vers la Chine. Donc Isabelle Lasserre, maintenant il faut choisir son maître en fait. Beaucoup plus qu'avant. Et c'est un maître qui en plus ne cache pas son jeu. C'est ou Pékin et son parti communiste, ou Trump et ses méthodes de cow-boy. Oui, alors si, le maître cache son jeu, parce que ce qui est très intéressant avec la Chine, c'est que la Chine, qui a dans le pouvoir, s'est vraiment durci à l'intérieur du pays, avec les camps de travail pour les Ouïghours, dont l'agressivité militaire s'est développée dans la région, avec des menaces d'intervention contre Taïwan et une espèce d'annexion des îles en mer de Chine méridionale, mais vis-à-vis de l'Occident, la Chine, jusque-là, arrivait encore masquée, si je puis me permettre de dire ce mot, mais c'est vrai qu'il y avait une politique de séduction et de soft power. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Européens, ont été un petit peu déstabilisés. C'est-à-dire qu'ils ont cru la Chine. C'est-à-dire que la Chine utilise des mots qu'attendent les grands pays européens, notamment la France. Et notamment, elle communique sur sa volonté, sa soi-disant volonté, de faire du multilatéralisme, et elle oppose ce multilatéralisme à l'unilatéralisme de Donald Trump. Le multilatéralisme, c'est l'ADN européen, et notamment l'ADN d'Emmanuel Macron. Ok, mais sauf que la Chine ne met absolument pas les mêmes choses derrière le multilatéralisme. Le multilatéralisme, pour la Chine, ça veut dire essayer de contrer et d'affaiblir le modèle des démocraties libérales et occidentales et d'imposer un modèle autoritaire, dictatorial partout. Donc, en fait, on se fait avoir complètement par ce soft power. Le soft power, c'est aussi les routes de la soie, c'est l'argent, c'est voilà. Mais aujourd'hui, les masques tombent. On s'en est rendu compte, c'est ce que vous dites. Voilà. Oui. Alors, après les États-Unis et le Royaume-Uni, donc la France va-t-elle interdire Huawei d'implanter ses antennes 5G? Alors, officiellement, le marché reste ouvert aux géants chinois, mais en coulisses, tout est fait pour privilégier les autres équipementiers. C'est l'espionnage que craignent par-dessus tout les Occidentaux. Vous voyez ce sujet de Aubery Perrault, Romain Besnénou et Ilana Azinko. Huawei, l'une des multinationales les plus puissantes au monde et l'une des plus controversées. Le géant chinois de la téléphonie fait la course en tête de la 5G, une technologie 10 fois plus puissante que la 4G, et pourtant, l'État français serait prêt à l'exclure du marché. Une information dévoilée hier par l'agence de presse Reuters. J'ai entendu ça à la radio. Non, on n'a pas changé de position. C'est toujours la même. Il n'y a pas de discrimination. Et puis, je rappelle quand même que Huawei, ils ont déjà 30% du marché de la 4G, donc j'ai pas l'impression qu'ils soient exclus de quoi que ce soit. Bonjour, messieurs. Hypothèse balayée aussi par Bruno Le Maire en début de semaine, mais le ministre de l'économie reconnaît avoir la firme à l'œil. Nous protégeons des sites qui sont sensibles, nous veillons au respect de la sécurité nationale. Et je pense que nos partenaires chinois peuvent comprendre la position française qui est claire et équilibrée. Pas d'interdiction globale de Huawei en France, mais la défense de nos intérêts de sécurité nationale. De la prudence, mais pas d'interdiction. Et pourtant, début juillet, l'État, à travers l'ANSSI, l'agence chargée de contrôler les opérateurs téléphoniques, leur recommande de ne plus avoir recours à la technologie de Huawei. Et pour les autres, ceux qui l'utilisent déjà, nous délivrons des autorisations dont la durée varie entre 3 et 8 ans. Pas de bannissement immédiat, mais des antennes condamnées d'ici 2028 donc.
Huawei serait progressivement écarté au profit des Européens Nokia et Ericsson. D'autres pays ont déjà fermé la porte aux géants chinois ou annoncé vouloir le faire. Des exclusions encouragées par les États-Unis dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain vient saluer la décision britannique. Vous avez pris la décision souveraine d'interdire Huawei sur les futurs réseaux 5G, comme d'autres nations libres pour condamner les promesses non tenues par la Chine. Le Royaume-Uni est très clair sur le fait que nous devons travailler avec nos amis américains. Et nous avons d'autres alliés à l'international pour protéger nos libertés et nos intérêts. Riposte immédiate de l'ambassadeur chinois à Londres. Je pense que le Royaume-Uni devrait avoir sa propre politique étrangère, plutôt que de suivre les Américains. Quand la décision a été annoncée, je l'ai dit, c'est un jour sombre pour Huawei, un jour sombre pour les relations Chine-Royaume-Uni, mais c'est un jour encore plus sombre pour le Royaume-Uni. Mis de côté par l'Europe, alors que la firme fait tout pour plaire au vieux continent, à l'image de l'architecture de son nouveau siège chinois. Des pays occidentaux, inquiets pour leur sécurité. Ils craignent que les autorités chinoises aient accès aux équipements de Huawei pour insérer des logiciels d'espionnage. En raison du passé de Ren Zhengfen, patron de la firme et ancien officier de haut rang dans l'armée. Une théorie rejetée par la vice-présidente du groupe. Monsieur Ren a servi dans l'unité ingénierie de l'armée où il y avait des millions de soldats. Donc si on suit la logique de nos détracteurs, cela voudrait dire que ces millions de personnes seraient restées liées au gouvernement chinois. Que vous dire d'autre? Je ne sais pas comment vous le prouvez autrement. Monsieur Ren fait partie des anciens ingénieurs de l'armée qui ont fini leur service pour débuter une nouvelle carrière. L'Occident devrait être capable de comprendre cela. Son histoire montre que Huawei est le produit d'une Chine qui s'est réformée, qui s'est ouverte pour entrer dans l'économie de marché. Huawei, freiné dans ses ambitions, alors qu'en début d'année, la firme annonçait choisir la France pour implanter sa première usine hors de Chine. Alors, question téléspectateur, quelles sont les preuves américaines sur l'espionnage par Huawei, Emmanuel Paquette? Alors, quand on en parle au service de renseignement français, enfin en l'occurrence la DRSD qui appartient aux militaires, eux disent qu'ils n'ont pas vu les preuves. Les Américains leur disent qu'il y a des éléments, mais ils ne les voient pas. Alors du coup, deux solutions. Soit c'est du bluff, et les États-Unis sont dans une guerre commerciale, comme on le disait précédemment. Ils veulent mettre à mort en fait Huawei qui est en pointe et qui est en train de prendre des parts de marché partout dans le monde. Ça, c'est une première option. La seconde, qui est plutôt celle de la DRSD, c'est de se dire que les États-Unis, s'ils nous dévoilent les éléments d'espionnage des Chinois, ils dévoilent eux-mêmes leurs techniques d'espionnage vis-à-vis de leurs propres alliés, notamment des Français. Donc ils ne donneront jamais ces éléments-là, si ce n'est avec ce qu'on appelle les Five Eyes. Donc les Five Eyes, c'est le regroupement des 5 pays de langue anglo-saxonne qui se sont alliés pendant la Seconde Guerre mondiale pour partager des sources de renseignements. Donc dedans, on retrouve le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Royaume-Uni. Justement, ce sont les premiers pays aujourd'hui à dire non à Huawei. On l'a vu sur la carte tout à l'heure. L'Australie a dit non, la Nouvelle-Zélande a dit non. Maintenant, le Royaume-Uni dit non. Il reste encore le Canada, qui est dans une position un peu plus proche de celle de la France. Et on sera quasiment dans les Five Eyes qui vont s'aligner sur la position américaine. Ce que j'allais dire, Sophie Fay, les Américains aussi nous espionnent. On le sait, sauf qu'on a l'impression qu'on appartient à ce camp occidental et que presque par culture, j'en sais rien, on a beaucoup plus de mal à se dire qu'on pourrait après tout... Non, je vous vois dire non. Non, parce qu'en fait, on a des alliés, en l'occurrence c'est les Américains, et ils partagent des éléments d'information. D'ailleurs, ils ont dit que si on utilisait Huawei, ils arrêteraient de partager les éléments d'information. Donc c'est même pas des pressions, c'est du chantage de la part des États-Unis contre la France. Et ils donnent des éléments d'information sur des théâtres d'opérations extérieures, notamment en Afrique, sur la lutte antiterroriste. Une coopération qui existe avec les États-Unis qu'on ne veut pas mettre à bas sur l'autel de la Chine. Parce que la Chine ne donne rien. Ne donne rien pour le coup. Voilà. Et puis en l'occurrence, les États-Unis sont assez transparents. Il y a le Patriot Act, donc on sait que toutes les données qui sont envoyées sur des serveurs américains ou à des entreprises américaines peuvent être utilisées par les services américains. Donc on choisit, c'est vrai qu'on a un problème d'indépendance, d'autonomie, de souveraineté européenne, qu'on va peut-être rattraper. C'est une bonne occasion finalement ce moment de dire on met un peu sur pause les achats avec Huawei et on donne une chance à Nokia et Ericsson de rattraper leur retard et d'être à la hauteur. Et donc c'est aussi de bonne politique. Parce que là pour le coup,
il n'y a pas d'Américains. C'est incroyable. Les 3 premiers fabricants mondiaux d'équipements 5G, il y a 2 Européens et un Chinois. Oui, alors il y a eu des Américains. Mais il y en a plus. Il y a eu le Canadien Nortel, il y a eu Motorola pendant un moment. Alors Cisco, ils sont dans le cœur du réseau, ils ne sont pas dans les antennes. D'ailleurs, ce que disait Nicolas Bouzou, c'est que Huawei a déjà espionné Cisco et a pris des éléments de Cisco pour les intégrer directement dans ses routeurs de cœur de réseau qui ne sont pas utilisés en Europe aujourd'hui. Cisco n'a pas essayé de les vendre, Huawei n'a pas essayé de les vendre parce qu'ils savent que la France dira non. Nicolas Bouzou, dans le reportage, on a vu la dame dire mais écoutez, tout le monde a été dans le Parti communiste chinois, c'est pas pour autant qu'on ait le petit doigt sur la couture. Est-ce que c'est pas là quand même la limite de ce modèle économique chinois? C'est que derrière chaque entreprise chinoise, comme on est dans un pays où il n'y a pas d'état de droit ou un état de droit très faible, il y a toujours cette suspicion que finalement on fait du business avec vous, mais derrière vous livrerez tous nos secrets au service politique, au pouvoir central, parce que c'est ainsi que fonctionne la Chine. Vous serez le petit doigt sur la couture face à Xi Jinping, quoi qu'il arrive. Oui, mais c'est peut-être difficile à défendre, mais je trouve que son argument n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que quand on connaît un peu les entreprises chinoises et le système chinois, on sait que la plupart des grands dirigeants d'entreprises chinois appartiennent au Parti communiste et ont des responsabilités au Parti communiste. Mais le Parti communiste chinois, c'est pas la République en marche. C'est pas ça. C'est beaucoup plus proche de l'ENA. C'est-à-dire que c'est une espèce d'immense administration dans laquelle on forme l'élite. Et de fait, comme il n'y a pas de pluralité politique, de toute façon, cette élite, on lui demande d'adhérer à ce parti. Et donc... Mais on obéit quand même à Xi Jinping. Mais oui, mais on obéit, mais l'argument que j'ai entendu, qui consiste à dire... tel dirigeant d'entreprise chinoise est membre du Parti communiste et donc automatiquement il est proche, il n'est pas bon. Le vrai argument, c'est tout simplement de considérer que c'est une dictature. C'est un pays qui n'est pas transparent, c'est une dictature. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est une dictature dont on s'est rendu compte depuis la crise du coronavirus. Donc il y a quand même une évolution récente qu'elle transformait un soft power. La Chine, vous savez, diplomatiquement, je vais un tout petit peu caricaturer, mais c'était une grosse Suisse avant la crise du coronavirus. C'était un pays relativement neutre. Alors il y avait des choses évidemment en mer de Chine, etc. Mais globalement, c'était un pays qui était très centré sur l'économie, sur le développement économique. Et là, on a vraiment l'impression que les choses sont en train de changer. Donc c'est une dictature, ça n'est pas le même modèle que le nôtre. Et donc, on a des alliances qui correspondent à ces différences de modèle. Emmanuel Paquette, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas plus par patriotisme européen la solution Nokia-Ericsson? Est-ce que c'est inentendable de dire, écoutez, faisons un Buy European Act, là, comme font les Américains, et forçons nos opérateurs à acheter du matériel Surtout la SNCF a acheté Alstom pendant longtemps. Pourquoi Orange n'achète pas Nokia ou Ericsson? D'une part, c'est déjà le cas. Les opérateurs s'équipent d'Ericsson ou de Nokia depuis un certain temps. Et le problème, c'est que ça crée de fait un duopole. Et ce duopole, s'entendre sur des prix et faire monter les prix. Donc c'est une des craintes de tous les opérateurs de se retrouver avec deux sources de fourniture, d'équipement, et de voir des prix augmenter avec Huawei qui sort du jeu. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est qu'il faut faire attention à un élément de réciprocité. Vous parliez de China Mobile aujourd'hui, en Chine. Opérateur télécom chinois. Voilà, ils ont 946 millions d'abonnés. Voilà. Dans les 946 millions d'abonnés, ils se lancent là dans la 5G. Ils sont en train de déployer très rapidement et ils utilisent principalement 3 équipementiers. Un, Huawei, qui représente à peu près un peu plus de 50% de part de marché chez China Mobile. Le deuxième, c'est ZTE, dont on parle peu, mais quand même un gros équipementier télécom, qui fait chinois, qui fait donc autour de 20%. Et puis le troisième, c'est quand même Ericsson, qui fait 11%. Donc si on commençait à dire à la Chine, on va utiliser de l'Ericsson et du Nokia en Europe, et on ferme Huawei, on ferme ZTE, eux, d'ailleurs ils ont commencé à le dire, on va enlever Nokia et Ericsson de notre marché. Et c'est un marché considérable pour Nokia et Ericsson. Donc c'est compliqué avec des opérateurs il n'y a que 3 opérateurs en Chine, donc c'est un marché monstrueux pour les équipementiers. Se couper une jambe là-dessus, c'est compliqué. Alors en France, l'espionnage n'est pas la seule source d'inquiétude concernant la 5G. Fraîchement élus, les nouveaux maires écologistes demandent un moratoire sur le déploiement de ces antennes. Ils s'inquiètent des effets possibles sur la santé et dénoncent des équipements très gourmands en énergie. Les frondeurs de la 5G, c'est un reportage d'Emilien David, Juliette Vallon et Dominique Lemarchand. La 5G était expérimentée depuis 2 ans à Bordeaux. Elle est aujourd'hui à l'arrêt. Une offensive du nouveau maire écologiste qui souhaite un débat public avant de poursuivre le déploiement de cette technologie.
Est-ce que tout le monde a envie de vivre demain dans un univers qui sera ultra connecté, ultra surveillé? Je pense que ça mérite d'être posé en termes de débat et non pas d'être imposé en catimini. La 5G, inutile ou presque, pour le maire écologiste de Grenoble. La 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur, parce que j'aime bien ça. La 5G, c'est la promesse d'une vitesse de téléchargement 10 fois plus élevée qu'en 4G, et des connexions mobiles plus stables. Mais elle nécessite le déploiement de nouvelles antennes, et l'achat de nouveaux téléphones compatibles pour les usagers. Une surconsommation aberrante pour Europe Écologie Les Verts, qui demande un moratoire. C'est un vrai enjeu aussi de société. Est-ce qu'on développe ces nouvelles technologies juste par confort ou est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce qui est primordial pour la société? Autre inquiétude, les conséquences de ces nouvelles ondes électromagnétiques sur la santé. Leurs effets sont encore inconnus. L'Agence nationale de sécurité sanitaire s'interroge elle aussi. Ce qu'on dit quand même depuis de nombreuses années, c'est d'essayer de limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et là, c'est complètement le contraire. En limitant l'exposition aux ondes électromagnétiques, on devrait également limiter finalement la quantité d'énergie nécessaire pour que ça fonctionne. L'Agence nationale de sécurité sanitaire mène actuellement une étude sur la 5G et ses effets sur la santé. Les résultats ne sont attendus qu'au premier trimestre 2021. Alors pour les opposants comme ici au Havre, la 5G c'est un danger. Hors de question de voir cette technologie débarquer avant les conclusions de l'autorité sanitaire. Et on n'a pas de recul du tout sur l'impact que peuvent avoir donc toutes ces antennes qu'on va nous rajouter. Des inquiétudes également exprimées par les participants de la Convention citoyenne pour le climat. Eux aussi ont proposé un moratoire. Mais le déploiement de la 5G est très attendu par certains secteurs industriels. Ce serait un atout, par exemple pour le développement de la voiture autonome ou les opérations chirurgicales à distance. Alors malgré le climat particulièrement hostile, le gouvernement poursuit son plan 5G. Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Corée, comme la Nouvelle-Zélande, oui, nous allons lancer les enchères de la 5G. Cette réponse est très simple. Nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour notre industrie, nous le faisons pour les Français. En septembre prochain, les bandes de fréquences seront donc bien attribuées aux opérateurs téléphoniques. Colère de l'opposition. À quoi ça servait de faire une conférence citoyenne sur le climat où 98% des citoyens viennent dire on est contre la 5G, on veut un moratoire là-dessus, et vous lancez les enchères comme si de rien n'était? C'est une honte démocratique. L'ouverture commerciale des premiers services 5G sont attendus pour la fin de l'année. À cette date, l'Agence de sécurité sanitaire n'aura pas encore dévoilé ses conclusions sur les risques pour la santé. Question téléspectateur, la 5G serait-elle à long terme décriée comme le sont aujourd'hui les éoliennes? Question de Irlande en Indre-et-Loire. Emmanuel Paquette, c'est vrai qu'il y a des nuisances autour de cette 5G. Des nuisances, en fait, a priori, les opérateurs vont réutiliser les sites existants de 3G, 4G pour les équiper en 5G. Donc, il n'y aura pas plus d'antennes. En revanche, alors, je suis désolé, je vais être un tout petit peu technique. Comme on est sur des fréquences assez hautes, elles ne portent pas très loin. Donc, il va falloir densifier le réseau, notamment en zone dense, c'est-à-dire à Paris, Lyon, Marseille, avec ce qu'on appelle des small cells. Alors, c'est des petites antennes qu'on risque de voir arriver au niveau des abribus, au niveau des feux rouges, qui vont densifier le réseau. Et tout ça, c'est fait pour désengorger un réseau 4G qui commence à être saturé. Donc, en fait, il y a tellement une forte consommation des usages des particuliers et des entreprises qu'il faut à un moment donné délester avec un réseau 5G et avec un réseau 5G puissant. Donc les usages augmentent, donc les réseaux doivent aussi se mettre à niveau et en se mettant à niveau, ils créent de nouveaux usages. Donc on est un peu dans une donc la puissance des ondes aussi, plus performant, ça veut dire qu'on envoie plus de puissance? Alors en fait, il va y avoir deux étapes. Les enchères sur le 3 Giga 5, ça ne va pas être des antennes plus puissantes. On va rester dans des domaines classique. En revanche, quand on va densifier avec des antennes plus basses, c'est ce qu'on appelle en fait, je voyais tout à l'heure sur votre reportage, je ne veux pas subir des micro-ondes. Là, ça ressemble à ça, on appelle ça des ondes millimétriques parce que c'est des toutes petites ondes qui sont sur des fréquences très hautes, donc elles ne portent pas loin. En revanche, elles ont des gros débits. Donc dans des zones comme Paris, Marseille, etc., ça va permettre d'avoir des gros débits, mais avec un nouveau réseau à niveau quasiment d'une tête. Est-ce qu'on est sûr que c'est totalement inoffensif et qu'on ne se réveillera pas un matin en se rendant compte que ces ondes à haut niveau qui nous bombardent en permanence, ça n'est pas anodin?
Alors, ce que dit l'ANSES, c'est qu'elle a une double réponse. C'est-à-dire qu'il y a justement ces fréquences à 3,5 gigas. Donc là, ils font une étude là-dessus. A priori, ils ont l'air de dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'éléments perturbateurs sur ces fréquences-là, qui sont plutôt élevées, elles sont élevées, donc elles ne rentrent pas en plus, elles ne traversent pas les murs. Donc quand vous serez chez vous ne pourrez pas recevoir la 5G, par exemple, parce que c'est des fréquences trop hautes. En revanche, quand des opérateurs vont commencer à utiliser la 5G sur des fréquences plus basses, ce qu'on appelle les fréquences en or, là, ça va pénétrer les murs, et là, il peut y avoir effectivement une deuxième étape, et puis l'ANSES dit on va faire une étude sur le haut des fréquences, donc ce qu'on appelle là où il y aura les small cells, pour voir s'il n'y a pas d'autres impacts. Sophie fait, tout le monde tombe en ce moment à bras raccourcis sur l'aérien, le secteur de l'aérien qui émet des pollutions, etc. C'est 2%, je crois, des émissions mondiales de CO2. C'est beaucoup plus, là. Et personne ne dit rien, c'est quoi, 4-6% le téléphone portable? En fait, ça dépend un peu. En fait. Les réseaux, si j'ai bien compris, seront plus économes en énergie. Donc ça permet, comme de toute façon, il y a plus d'usages, il faut augmenter les capacités ou alors on va être en sous-capacité. Donc ça permet d'augmenter les usages avec moins de consommation d'électricité et d'énergie sur les réseaux. Mais en revanche, ça risque d'augmenter beaucoup les usages. Il y a même des chiffres absolument incroyables. On dit qu'aujourd'hui, on consomme 6 gigaoctets en moyenne par mois, et là, on passerait à 200 gigaoctets. Donc, tout sera connecté, la voiture, la maison, le la porte d'entrée. Voilà, donc le réseau consommerait moins, mais le fait qu'on l'utilise beaucoup plus augmenterait la consommation. Donc, donc plus de consommation, plus d'électricité, plus de CO2. Voilà, effectivement, plus de pollution, et ça poserait la question de l'aérien. Donc c'est vrai que si c'est pour jouer en ligne, si c'est pour télécharger des vidéos, est-ce que c'est raisonnable? Et donc là-dessus, on a besoin d'un audit. Et donc un audit a été demandé, notamment parce que Gérard Larcher a relayé certaines inquiétudes au Haut Conseil pour le climat, pour essayer d'évaluer, parce que tout ça n'est pas, pour l'instant, pas documenté. On a une attitude là très... Enfin, pas du tout accord de Paris, là. On est en train de dire non, mais les réseaux justifient que nous émettions davantage de gaz à effet de serre. Alors, c'est les réseaux, et encore une fois, ce que disait Sophie, c'est les usages. Parce que, par exemple, moi, quelque chose que j'ai découvert via les opérateurs télécoms, c'est, par exemple, imaginer un stade de foot aujourd'hui, il peut faire tomber un réseau télécom. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un stade de foot? Ce qui est totalement contre-intuitif. Hein. Vous regardez le match, normalement. Mais en fait, les gens se connectent tous en même temps pour regarder le ralenti. Donc il a fallu densifier les réseaux télécoms autour des stades. Simplement parce que les gens regardent les ralentis sur les matchs, sur les buts et sur les actions les plus importantes. Donc ça, on ne pouvait pas y penser a priori, et ce type d'usage va pouvoir se multiplier. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je ne mets pas de jugement de valeur derrière, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Oui. Non, mais en fait, là, je trouve qu'on touche à la contradiction, en fait, typiquement française, d'un bon élève, en tout cas dans la parole verte et environnementale, avec le reste du monde qui respecte beaucoup moins, une partie du monde. En Chine, ils ouvrent des centrales à charbon. Hein. Donc, il faut aussi décrire l'autre côté. Je veux dire, interdire la 5G, c'est comme quand on prétendait arrêter la mondialisation. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible si on veut rester la France, un pays qui compte, qui est compétitif. Si on interdit la 5G, moi, ce qui m'inquiète, c'est le risque de décrochage économique avec l'Allemagne, qui est déjà vraiment présent et qui s'est aggravé avec la crise du coronavirus, et qui, s'il se creuse, peut à nouveau remettre en question le moteur franco-allemand. Et donc c'est un risque, à mon avis, très important. Donc Nicolas Bouzou, tout ce qu'on a raconté sur le monde d'après, où il allait peut-être devoir apprendre à ralentir, tout ça c'était des sornettes en fait. On est dans un monde ultra-productiviste, toujours plus de performance, toujours plus de débit, toujours plus de connexion, et comme le disait... c'était le maire de Bordeaux. Est-ce qu'on va vivre dans un monde où on est tous ultra surveillés, ultra connectés? C'est un choix de vie, quoi, quelque part. Non. Tout dépend des usages qu'on en fait. La technologie, c'est neutre. Le maire de Grenoble dit de façon assez amusante, il faut bien le reconnaître, on pourra regarder du porno dans un ascenseur. Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut utiliser la 5G pour d'autres usages, y compris d'ailleurs pour des usages écologiques. Quand on fait des villes intelligentes où on va essayer de mieux réguler la circulation des voitures, on va électrifier le parc automobile, on va avoir des transports en commun qui vont mieux fonctionner, où on va beaucoup mieux réguler le chauffage, etc. Mais ça, on peut le faire grâce à la 5G, et ça, c'est parfaitement écologique. Et puis, on a cet enjeu économique qui est absolument majeur concernant les usages. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, on parle en France en ce moment beaucoup, et à fort juste titre à mon avis, de la réindustrialisation et notamment des relocalisations. Mais on sait que si on veut faire ça, si on veut avoir à nouveau beaucoup d'usines en France, ces usines, eh bien, elles ont beaucoup de robots, elles fonctionnent avec du numérique, avec de l'intelligence artificielle, avec des imprimantes 3D. Et pour connecter tout ça,
on a besoin de la 5G. Donc si vous n'avez pas la 5G en France, vous n'avez pas de relocalisation et vous n'avez pas de réindustrialisation. Premier exemple. Deuxième exemple, on est dans une période sanitairement extrêmement compliquée. Vous avez plus de 3 millions de nos concitoyens qui sont dans ce qu'on appelle des déserts médicaux. C'est-à-dire que quand ils cherchent un médecin, ils ne peuvent pas en trouver avant au moins 5-6 jours. La 5G, l'Institut Sapiens vient de publier une étude tout à fait passionnante qui montre que les applications dans le domaine de la santé, et notamment de la téléconsultation, mais pas simplement, téléconsultation, télémédecine, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire de l'imagerie médicale à distance, de l'envoyer très rapidement chez un médecin généraliste, et puis aussi d'améliorer considérablement les flux d'informations entre ce qu'on appelle la médecine de ville, donc les spécialistes, les médecins généralistes et l'hôpital, parce que ça, aujourd'hui, ça fonctionne pas bien. On a des modes de circulation d'informations entre médecine de ville et hôpital qui n'ont quasiment pas changé depuis 100 ans. D'accord ? Donc tout ça, la 5G, ça permet de l'améliorer. Donc si vous voulez, la technologie... On parle même de chirurgie à distance. Mais évidemment. Un maître chirurgien à Tokyo pourra vous opérer à Paris. Absolument. Tout à fait. Ça fait partie des projets et ce n'est pas de la science-fiction. Il y a déjà des expérimentations. Donc la technologie, elle est neutre. Avec de la 5G, vous pouvez faire des choses formidables et des choses extrêmement progressistes. Et puis, vous avez sans doute des usages qui sont en effet peut-être un peu plus contestables. En fait, Emmanuel Paquette, là où on se trompe, c'est qu'on imagine que la 5G va rendre plus performant notre téléphone portable. Mais en fait, l'Internet va sortir du portable, il va aller partout. Il va aller dans la ville, il va aller... dans les réseaux, enfin dans notre maison, et il va rendre le chauffage plus intelligent, etc. Il sort du téléphone portable, c'est bien ça l'Internet ? En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. C'est l'Internet des objets. C'est l'Internet des objets, effectivement, avec des petits objets, avec peu d'intelligence, mais qui vont ramener beaucoup de données, des capteurs, pour essayer d'améliorer, effectivement. Alors ça peut être la circulation en ville, par exemple, éviter des embouteillages, donc désengorger certaines rues, certaines avenues, donc faire baisser les émissions de CO2 et de particules fines. Donc ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact, effectivement, comme le disait M. Bouzou, sur le chauffage, sur la consommation énergétique, sur la consommation électrique aussi dans les villes. Donc tout ça, c'est-à-dire ce qu'on gagne en consommation sur les antennes au niveau électrique, on peut peut-être largement le récupérer sur d'autres réductions dans d'autres domaines. Mais ça, le problème, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est en théorie. Il faudra voir si ça s'incarne dans la pratique. Et ça, il va falloir quelques années avant de le voir. Et dernier point, alors on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres réseaux télécoms qui sont en train de se bâtir, dont on ne parle pas, mais c'est des réseaux dits privatifs. Les grandes entreprises françaises, allemandes, ont déjà acquis des fréquences pour développer des réseaux locaux, pour justement répondre à ça et faire l'usine du futur. Des centrales nucléaires connectées, des aéroports connectés, l'aéroport de Paris... Et le risque de virus, d'attaque informatique, on sait que les hackers trouvent toujours des failles. Quand tout sera connecté, quand nos hôpitaux, quand la circulation en ville, quand les centrales nucléaires seront connectées, que des hackers iront nous faire du chantage, qu'est-ce qu'on fera ? Alors justement, c'est ce qu'ils disent, c'est que là, comme c'est des réseaux privatifs, vous et moi, on ne peut pas se connecter dessus. Par exemple, à ADP, ça sera lancé en septembre, à Roissy, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Ils ont un réseau 4G pour les salariés et pour que les avions Air France qui vont arriver sur le tarmac puissent envoyer les données de trafic directement à l'aéroport. Mais ça, vous ne pourrez pas vous connecter dessus, en tout cas en théorie. Après, effectivement, ça ouvre la porte, ce qu'on appelle, ça augmente la surface d'exposition, la surface d'attaque de hackers malveillants. Sophie fait, sans même aller jusqu'à l'espionnage chinois, les patrons, les chefs d'entreprise sont très inquiets des risques d'attaque informatique, de virus. C'est devenu une préoccupation, ça, cette dépendance à l'informatique. Ils étaient inquiets bien avant la 5G. Sur Airbus, il y a eu des attaques. Il y a des attaques en permanence. Il y a eu des attaques notamment sur l'avion A400M. Et quand vous discutez avec les dirigeants d'Airbus, ils considèrent que ces attaques, c'est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'aurait été un missile sur une usine dans la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et qu'on répond assez peu finalement à ces attaques. Et pour la première fois, Ursula von der Leyen, au dernier sommet entre l'Europe et la Chine, a élevé le ton et a dit à la Chine, on ne discutera pas d'un nouvel accord sur les investissements tant qu'il y aura des cyberattaques sur les hôpitaux, ces cyberattaques qu'on a vues pendant le Covid. Donc ça, c'est une constante. Nicolas Bouzou, donc on l'a bien compris, ce qui va être nouveau avec la 5G, c'est que justement, Internet sort du téléphone portable, il sort de l'ordinateur et il va aller dans notre quotidien, dans nos cuisines, dans nos usines, sur la route. Est-ce que l'Europe, est-ce qu'on est bien placé pour attraper cette nouvelle vague de connexion qui s'annonce? Oui, je pense. En tout cas, on en a besoin. J'évoquais la question de l'industrie. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté. C'était même assez prédominant dans le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Donc, il y a vraiment cette volonté de bâtir une industrie 4.0 ou 5.0, ou ce qu'on appelait autrefois l'industrie du futur. Il y a la volonté de développer de nouveaux moyens de transport.
je prends l'exemple, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, de la voiture autonome. Si on veut avoir des voitures autonomes et si on veut avoir le développement d'une industrie de la voiture autonome, c'est sans chauffeur. On ne conduit plus. Hein. Voilà, c'est la voiture sans chauffeur. Si on veut avoir cette industrie-là, qui est quand même très, très intéressante, il faut qu'on soit capable de la tester sur notre sol. Vous avez aujourd'hui une concurrence des pays ou des États. À l'intérieur des États-Unis, vous avez une concurrence des États entre eux pour essayer de récupérer les tests des voitures autonomes. Mais pour tester les voitures autonomes, il faut la 5G. Donc, comprenez que si on n'a pas la 5G, on va louper. On a déjà quand même en Europe, pour répondre à votre question, loupé en partie la révolution industrielle du numérique, on a loupé la révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a un moment où, si on les loupe toutes, notre avenir, ça va être celui d'un appauvrissement. Alors, je sais bien qu'il y a certains partisans de la décroissance, et c'est tout à fait légitime et respectable, mais je ne suis pas certain à ce stade que ça corresponde à l'envie de la majorité de nos concitoyens. Ça me fait penser, Emmanuel Paquette, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Europe, qui a inventé le téléphone portable, en début des années 2000, le GSM, je me souviens, quand on allait aux États-Unis, ils nous prenaient pour des martiens quand on avait un téléphone portable. Et aujourd'hui, on est complètement à la ramasse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 20 ans de cette technologie dont nous étions les initiateurs, nous sommes devenus les suiveurs? Alors, je suis moins pessimiste que vous, parce qu'on a, comme vous le disiez, on a quand même encore 2 équipementiers. Les États-Unis n'en ont pas. Donc, on a quand même ils encore... ont les GAFA. Ils ont les GAFA, et surtout, ils ont les fabricants de terminaux. Ils ont Apple. On n'a pas d'Apple, on n'a plus de fabricants de terminaux. On avait Alcatel qui était très puissant, on a eu Siemens, on a eu Philips, on a eu Nokia qui était le numéro 1 mondial pendant des années. Et c'est vrai que... on les a tous perdus. On les a tous perdus parce que les groupes taïwanais sont arrivés déjà dans un premier temps avec des terminaux qui étaient meilleurs, notamment HTC, qui se fait une place en Europe. Et puis après, les Chinois sont arrivés. Et aussi les Japonais, avec Sony, qui a poussé à un moment donné son Sony, tout ce qui était mobile, fonctionnait plutôt pas mal. Et donc, ils sont arrivés au départ via les opérateurs, parce que c'est les opérateurs télécoms qui sous marque blanche. C'est les Orange et Bouygues, etc., qui sont allés chercher des modèles asiatiques. Et voilà, où ils mettaient Orange dessus. Donc, vous aviez un téléphone, au début, vous pensiez que c'était Orange. En fait, c'était du Huawei derrière. Donc, Huawei est rentré comme ça, en fait. Et ZTE aussi, d'ailleurs, sur le marché européen. Puis, petit à petit, ils ont voulu monter en gamme pour monter en prix. Ils ont commencé à mettre leur marque dessus. Et puis, ils se sont imposés partout en Europe. Non, oui, je voulais juste rebondir sur le fait sur les risques qu'on prendrait, enfin que l'Europe prendrait si elle en fait n'attrapait pas cette opportunité de la 5G. Mais c'est d'autant plus grave que ça fait partie de l'autonomie stratégique et que l'autonomie stratégique de l'Europe, qui est un petit peu la priorité d'Emmanuel Macron en politique internationale, depuis qu'elle a déjà pris un sacré coup. Il y a quelques jours, parce que le dégât collatéral du plan de relance qui a été accepté par les 27, c'est en fait une restriction des moyens de la défense. Voilà. Donc en fait, cette autonomie stratégique qu'on annonçait depuis 2 ans, elle est en quelque sorte déjà morte-née. Il ne faudrait pas que le parallèle s'effectue dans le domaine technologique. Ce serait dramatique. En tous les cas, on voit l'importance que de réussir ce virage de la 5G. Alors en Chine, la 5G est déjà une réalité. Chez nous, elle n'a pas commencé. Il y a déjà 100 millions d'abonnés en Chine. Une de nos équipes s'est rendue à Xiong'an. Alors Xiong'an, c'est une ville nouvelle à 100 km de Pékin, où le gouvernement se targue d'avoir réconcilié haute technologie et écologie, mais il le dit moins, vous allez le voir, la population du coup se retrouve sous haute surveillance. Reportage à Xiong'an de Barbara Steck et Pierre Dehorne. C'est un très grand projet national qui va attirer le regard du monde entier. D'ici 2035, Xiong'an sera une ville moderne où règne l'harmonie sociale. Xiong'an, une ville intelligente, une ville digitale qui nous guidera dans le futur. Dans ce clip de propagande, rien n'est trop beau pour décrire la nouvelle zone de Xiong'an. C'est ici, à 120 km de Pékin, que le président Xi Jinping a décidé d'implanter et créer sa ville du futur. Pour y accéder, il faut prendre une navette officielle. Un quartier témoin a été construit pour les visiteurs et les quelques centaines de personnes qui travaillent déjà sur place, comme Yu Zhongzhu, un jeune homme de 20 ans en charge de la visite guidée. C'est une ville verte, avec un faible impact sur l'environnement. Une ville basse consommation.
Dans le futur, nous voulons faire en sorte que tout soit accessible en 15 minutes. Hôpital, école. C'est l'avenir des villes chinoises. Je pense que de nombreuses villes suivront ce concept. Dans les allées, des robots distributeurs de nourriture et de boissons circulent et se partagent la route avec les minibus autonomes. Les lignes vertes, c'est le tracé pour les voitures. Et la caméra sur le véhicule est équipée d'un capteur sensible qui détecte la présence des personnes. Donc si quelqu'un traverse soudainement, le véhicule s'arrête net. Des centaines de milliards ont déjà été investis et des centaines d'autres le seront encore pour financer ce titanesque projet lancé en 2017. L'objectif est de désengorger Pékin, mais aussi de faire de Xiongan la nouvelle capitale mondiale de l'intelligence artificielle, en attirant les entreprises les plus innovantes, comme iCool. C'est un produit qui fonctionne avec l'iris, la rétine des yeux. Vous n'avez pas besoin de clés, de cartes, juste de vos yeux. Et la porte s'ouvre en seulement une seconde. Là, le système identifie si vous marchez ou si vous êtes à vélo, la couleur et la plaque de la voiture, si vous respectez le code de la route, si vous vous arrêtez au feu rouge. C'est pour maintenir l'ordre. Ça aide la police routière à faire son travail. Le gouvernement chinois a mis l'intelligence artificielle et l'innovation scientifique technologique à un niveau très élevé. Dans le rapport annuel du gouvernement, on a dit à plusieurs reprises que l'intelligence artificielle est devenue une stratégie nationale. Toute la société chinoise y apporte une grande attention. Une technologie au service des ambitions chinoises et un outil de surveillance massif. Les caméras et la reconnaissance faciale sont partout, pour accéder au siège local du Parti communiste ou pour payer ses courses. Ce magasin sans caisse est ouvert 24 heures sur 24. Il y a des capteurs sur les produits. Quand je vais sortir du magasin, je vais traverser une galerie. Là, une caméra va m'identifier grâce à la reconnaissance faciale. Les capteurs vont transmettre les prix et la facture va être reliée à mon visage, qui lui-même est relié à mon compte bancaire. Merci pour votre passage. À bientôt. À l'heure du déjeuner, la porte-parole d'iCool utilise une fois encore son visage pour accéder à la cantine. Dans cette ville nouvelle, la machine remplace l'homme pour de nombreux services. Ça réduit un peu le nombre d'emplois, les plus basiques, mais nous avons quand même besoin de personnel, d'opérateurs et d'ingénieurs de la data, donc ça crée d'autres emplois. Il y a un transfert de compétences. Nous faisons disparaître les emplois répétitifs et inintéressants pour en créer de meilleurs. Xiongan, une folle ambition, une vitrine d'une Chine qui se veut aussi plus vertueuse en matière écologique. Là aussi, le pays ne fait pas dans la demi-mesure. 12 millions d'arbres ont déjà été plantés. Des arbres qui n'échappent pas à la surveillance du pouvoir, chacun ayant son identité numérique. Isabelle Lasserre, je vous entendais réagir pendant le reportage, là, au moment où il y avait cette jeune femme dans le supermarché qui n'avait même plus besoin de sortir son porte-monnaie, puisque le visage, on reconnaissait son visage et on débitait directement son compte. Vous disiez, c'est abominable. Mais oui. C'est abominable. C'est surtout ce qui est abominable, c'est notre retard. On est à des années-lumière de ça. Non, mais la 5G, oui, mais pas la 5G chinoise. C'est quand même un des plus gros dangers. Imaginez toutes les informations que cette entreprise chinoise pourrait aspirer, la vitesse à laquelle mais ils le disent, on conduit. Ils l'ont dit dans le sujet, la police récupère tout. Hein. On est bien d'accord. Donc si c'est ça le modèle de société qu'on veut importer en France, c'est ça le modèle de respect des droits de l'homme qu'on veut importer en France ? Justement, question téléspectateur, via la 5G, la Chine n'exporte-t-elle pas son modèle de surveillance des populations ? Sophie Fay, il y a 15 ans, on pestait contre les caméras, mais en fait, on va y venir. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'anonymat de nos grandes villes ? On peut se poser la question. Vincerf, qui était un peu le théologien, le penseur de Google, disait que la vie privée, c'était une parenthèse de l'histoire. Qu'en fait, au fond, avant, quand on était dans le village, tout le monde savait ce que faisaient les uns et les autres, et que demain, voilà, tout va être transparent. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. On peut, au contraire, réfléchir à comment faire. On peut trouver ça très pratique, cette serrure qui reconnaît votre visage et qui ouvre la porte, et qui reconnaît le visage de vos enfants, et qui ouvre la porte. Vous n'avez plus de clé, c'est très bien. Ou ce moyen de paiement qui reconnaît votre pupille et qui vous permet
permet de payer sans ça, ou on l'a vu là, il fallait s'identifier pour les examens, ou il faut s'identifier pour certaines missions sensibles en télétravail, au fond, que votre ordinateur puisse à distance vérifier que c'est bien vous et pas quelqu'un qui fait le devoir à votre place ou quelqu'un qui vous remplace, par exemple si vous êtes dans une banque ou si vous travaillez pour un notaire ou pour quelque chose qui a besoin de confidence, c'est plutôt pas mal. La question, c'est où vont ces données et à qui elles servent. Si on arrive à construire un modèle décentralisé et on est sûr que ces données ne servent qu'à vous reconnaître et qu'à vérifier que c'est bien vous qui passez l'examen ou qui signez le document, il n'y a pas de problème. Par contre, si elles vont à la police, là, il y a un problème. Donc il faut de la transparence, il faut qu'on ait des débats sur cette 5G pour que justement les gens aient confiance dans le fait de savoir où atterrissent leurs données. Et c'est urgent, puisque vous avez bien vu qu'avec l'application Stop Covid, la confiance n'est pas là, puisque les gens ne veulent pas la télécharger. Mais ce n'est pas que la police. La question, c'est est-ce que ces données peuvent aller chez les Chinois ? Mais Nicolas Bouzou, même, est-ce que ce n'est pas tout simplement avec notre propre consentement, on a l'impression qu'on passe dans une société où en permanence, on accepte que telle entreprise sache ce qu'on consomme, que notre patron sache à quelle heure on rentre le soir, etc. On a l'impression que, voilà, c'est... Non mais ça, c'est entre nos mains. C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie en soi qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, à mon sens, c'est la technologie dans une dictature. Il se trouve que, même si c'est difficile à évaluer, justement parce que la Chine n'est pas un pays démocratique, mais je pense qu'il existe un assez large consensus social en Chine sur le fait que ces technologies, elles peuvent servir à assurer de la sécurité au détriment de la vie privée. Je pense que c'est quelque chose qui est relativement bien accepté en Chine. Ça n'est pas du tout accepté aux États-Unis ni en Europe, mais je dirais que on peut construire un droit pour ça. D'ailleurs, ce droit, il existe. En France, vous avez de la vidéosurveillance dans les villes. Cette vidéosurveillance, elle est utile du point de vue de la sécurité et elle ne menace pas nos libertés. Vous savez, la technologie, tous ces débats dans l'histoire de l'innovation, vous les retrouvez. Mais depuis le 19e siècle, la radioactivité, ça peut servir à faire de l'électricité, ça peut servir à guérir des cancers, ça s'appelle la radiothérapie, et ça peut servir à faire des bombes nucléaires. Donc vraiment, la technologie, son usage est libre. Ouais, mais enfin, si je peux juste ajouter un mot, les Chinois sont consentants, pas dans le Xinjiang, hein. Les Ouïghours sont surveillés. Oui, oui, donc... Et il y a des crédits sociaux, des notes de crédit social, racontez-nous ça, Emmanuel Paquette. Quand un Chinois traverse en dehors des clous, il peut perdre des points, effectivement. Il perd des points, et s'il n'a pas de points, son enfant n'ira plus dans les bonnes écoles. C'est ça, il peut perdre l'accès même à des transports en commun et pas mal de choses, effectivement. Alors, il y a aussi des anecdotes. Hein. Il se trouve qu'il y a une célèbre actrice dont la photo était affichée sur un bus, qui a reçu des points en moins, parce qu'elle a été vue par les caméras en train de traverser au feu rouge. Or, c'était pas elle, c'était son poster c'était son image collée sur un bus. Donc, ce sont aussi des technologies qui, en réalité, ne sont pas matures. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de moyens pour les contrecarrer. On l'a vu à Hong Kong, par exemple, des gens qui portaient des masques qui sont illisibles pour les systèmes de reconnaissance faciale. Donc, il y a aussi des parades qui se mettent en place, même des parades low-tech. Parce qu'en l'occurrence, là, c'était des masques qu'on pouvait faire chez soi à la maison. Des Hongkongais avaient donné le mode d'emploi pour le faire. Hein. Ils avaient aussi utilisé, par exemple, une carte eux-mêmes pour se repérer et faire des manifestations à Hong Kong. Donc, ils utilisaient les mêmes technologies pour, ce que disait Nicolas Bouzou, pour, en gros, celle que fait la Chine pour savoir où vous vous trouvez. Eux le faisaient pour manifester, mais avec des logiciels ouverts et libres qu'ils utilisaient à leur manière. Enfin, une vie où on est surveillé, épié, 24 heures sur 24, et au moindre écart... ne serait-ce que pousser la porte d'un bar un peu tard, etc., on vous enlève des points. C'est une vie épouvantable. Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment une question. C'est pas une question technologique. Les outils existent pour le faire, ça, c'est ça. Les outils existent pour avoir cette vie. Oui, bien sûr, ça vous avez tout à fait raison. Les outils existent pour le faire et ça permet à la Chine d'aller extrêmement loin dans la dictature. On n'est pas encore aussi loin qu'à l'époque maoïste, hein, cela dit, si on prend un peu de recul. Non, mais si on prend un peu de recul historique. Mais vous avez tout à fait raison. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est un problème juridique et je pense qu'en Europe, on a la culture et les outils juridiques qui nous permettent de nous protéger contre ça. Et puis les gens qui n'aiment pas les magasins dans lesquels il n'y a pas de caissier ou il n'y a pas de caissière, il y a aussi une solution extrêmement simple, c'est de ne pas y aller. Il y a quand même un tout petit danger, c'est quand une nouvelle technologie de ce type rencontre en fait une ambiance politique qui en ce moment en Europe penche de temps en temps plutôt en faveur des pouvoirs autoritaires que des démocraties libérales et occidentales. Et il faut juste faire attention à la jonction, qui pour l'instant n'existe pas, mais qui pourrait y avoir entre les deux. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ne pensez-vous pas que nous sommes déjà espionnés avec tous les moyens de communication mis à notre disposition? Les grandes oreilles américaines, Emmanuel Paquette, ça existe?
Alors les grandes oreilles américaines, oui, elles existent. Et après, est-ce qu'elles s'intéressent à vous et pourquoi ? Ça, c'est plus difficile de le savoir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que par exemple, on a tous des smartphones. Aujourd'hui, on se balade tous avec un smartphone. Ce smartphone, il borne sur des antennes. Un opérateur télécom arrive avec de la triangulation, de la géolocalisation, de savoir, peut retracer exactement où vous étiez, où vous allez, ou potentiellement où vous allez aller dans les jours qui viennent. Google peut le faire aussi, Apple peut le faire aussi. Donc, de fait, aujourd'hui, des entreprises privées ont des moyens de vous suivre à la trace avec les technologies, mais parce que nous-mêmes, on part tout le temps avec son téléphone. Le déploiement de la 5G est-il opportun pour les entreprises ? Sophie Fay, on parle beaucoup de relocaliser. Est-ce que la 5G peut être une façon d'accélérer la relocalisation de nos usines ? On espère. En fait, pour l'instant, on ne sait pas vraiment quels seront les usages. On n'en connaît qu'une petite partie, et puis on ne sait pas trop ce qui va marcher. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les précédentes générations, on a découvert des usages qu'on n'avait pas du tout prévus. Mais ce qui est certain, c'est que si un de nos voisins il va très vite, ou un de nos concurrents, il va très vite, avec beaucoup de capacité, trouve ses usages et fait vraiment un saut de productivité, on sera à la traîne. Donc, est-ce qu'on peut se permettre d'être en dehors du pari ? La Chine fait aussi des choses assez incroyables. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de marché, comme il n'y a pas vraiment de concurrence, elle a décidé de spécialiser ses opérateurs téléphoniques sur certains usages. Donc, il y en a un qui va aller à fond sur la télémédecine sans concurrence, un autre qui va aller à fond sur une autre technologie. Donc, il faut aussi avancer très vite sur ce plan-là. Le mystère, pour moi, aujourd'hui, c'est pourquoi l'Allemagne ne va pas plus vite dans ces domaines finalement. Ils n'ont pas décidé sur ce qu'ils vont faire sur la 5G. Peut-être que d'ailleurs ceci explique cela. Il y a des fréquences 5G qui ont été acquises par les fabricants d'automobiles, justement pour avoir leur propre réseau de télécom pour la voiture autonome ou semi-autonome. Donc ils ont aujourd'hui un consortium de fabricants auto ont des fréquences pour lancer la 5G. Huawei aurait-il intérêt à délocaliser son siège social hors de Chine pour couper court à toutes ces rumeurs ? Et la question est d'autant plus pertinente que vous avez vu que TikTok, qui est ce fameux réseau social que s'arrachent les adolescents du monde entier, envisage de ne plus être chinois pour couper court à toutes les rumeurs qui courent sur l'entreprise. Alors, sur le siège social, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, ce que je vois, c'est que Huawei essaie vraiment de convaincre tous ses clients dans le monde que c'est une entreprise qui est nickel du point de vue de la confidentialité des données. Parce que c'est quand même une entreprise dont le but premier, il faut le rappeler, c'est de gagner de l'argent. C'est une entreprise qui est présente quasiment dans tous les pays du monde. Il y a des zones dans lesquelles elle est très puissante. Vous en parliez tout à l'heure. L'Afrique, par exemple. Huawei est très présent en Afrique. Mais peut-elle tenir tête à Xi Jinping ? Est-ce que le patron de Huawei peut tenir tête à Xi Jinping ? Alors, je pense que Xi Jinping et le gouvernement chinois comprend qu'il est aussi dans son intérêt d'avoir une entreprise qui continue de se développer. Et au fond, le défi de Huawei aujourd'hui, c'est d'apparaître comme une multinationale classique. Voilà. Et ils investissent énormément là-dedans. Et là encore, ce que disent certains gouvernements qui font appel au service de Huawei, c'est on fait appel à leurs services. Vous vous souvenez peut-être, quand on était enfant, de cette pub du Crédit Lyonnais, après tous les déboires du Crédit Lyonnais, qui disait nous avons, je cite plus mot pour mot, mais nous sommes obligés d'être meilleurs que les autres. C'est un petit peu l'idée que Huawei essaie de vendre aujourd'hui. Le déploiement de la 5G entraînera-t-il obligatoirement un changement de smartphone, Emmanuel Paquette ? Alors oui. Oui, parce qu'il faut un modem spécial 5G. Par exemple, les iPhones ne l'ont pas aujourd'hui. Donc le prochain iPhone qui va sortir en fin d'année, le 12, sera compatible 5G. Donc 66 millions de smartphones à mettre à la poubelle, ça va encore faire pas mal de pollution. Exactement, exactement. Là, ça va dans le sens effectivement des décroissants ou effectivement des écologistes, mais les terminaux actuels. Mais comme il a fallu, entre la 3G et la 4G, changer de terminaux, ou en tout cas acheter des clés qu'on peut connecter sur son ordinateur, par exemple. Mais oui, il faudra. Où dois-je aller vivre pour être à l'abri de ce monde ultra connecté dont je ne veux pas ? C'est Didier, en Loire-Atlantique, qui vous pose la question. Ça va devenir un luxe, non ? La déconnexion ? Oui. Oui, il y a eu des papiers dans la presse américaine disant que tous les enfants des grands géants de la Silicon Valley avaient interdiction d'utiliser par exemple des tablettes à la maison. On utilisait beaucoup moins que la plupart de la population américaine parce que ces gens-là étaient justement à même de savoir ce qu'on risquait en termes d'absorption des données personnelles, de ce qu'on peut savoir sur vos enfants. Donc il y a un mouvement en fait qu'on appelle les néoludites qui sont en train en fait de prendre un peu partout sur la planète des gens qui rejettent cette technologie justement parce qu'elle devient trop surveillante, elle prend trop d'éléments personnels et on ne sait pas où ça va et on ne sait pas à quelle fin elles vont être collectées. Donc c'est un mouvement qui est en train de s'amplifier.
Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est beaucoup plus profond que ça, mais effectivement, il va y avoir... alors, il y a 2 solutions. Soit on se déconnecte totalement et on part sur une île déserte ou on se met dans une cage de Faraday. Ça, c'est une possibilité. Soit on va plus loin encore dans la technologie, c'est-à-dire qu'on utilise ce qu'on appelle des VPN, on utilise des messageries chiffrées. Les VPN, c'est des trucs privés qui vous empêchent d'aller sur le réseau. Vous pouvez aller où vous voulez, mais personne ne peut savoir là où vous êtes rendu. Donc, je n'ai jamais eu de smartphone, mais si je me décide bientôt, passerai-je obligatoirement à la 5G? Est-ce que les précédentes générations vont s'éteindre? Alors non. Pour l'instant, non. Il va y avoir ce qu'on appelle un refarming. Alors, c'est un peu compliqué, mais il y a bien un moment ou un autre, il va falloir éteindre la vieille 2G. Parce que elle est toujours active, la 2G? Elle est toujours active. Alors, pour une raison simple, notamment. Et le GSM, la première génération, voilà, c'est fini. Non, il est toujours là. Exactement. La 2G. Et ils sont obligés d'être là, tout simplement, pour une raison, c'est que la France, on accueille beaucoup de touristes, des touristes qui arrivent avec des terminaux 2G. Donc, on ne peut pas basculer et éteindre ce réseau. Donc, ça, c'est la première réponse. Donc, on a 3 réseaux. On va avoir 2G, 3G, 4G, 5G. Exactement. 4 réseaux. Exactement. Et l'autre élément, c'est que quand Free Mobile s'est lancé en 2012, on a vu plein de vieux terminaux qui avaient disparu. Les opérateurs ont vu plein de terminaux qui avaient disparu revenir sur le marché. Des vieux terminaux des années 2000 qu'on a donnés à ses enfants avec un petit forfait, simplement pour ne pas en racheter un très cher. Donc tous les enfants ou les adolescents ou les préadolescents ont des téléphones quasiment seulement 2G. Et donc c'est un marché qui fonctionne encore beaucoup et c'est compliqué de l'éteindre. Peut-on imaginer un système de soins plus efficace grâce à la 5G? Hier, avec le Ségur de la Santé, le ministre a annoncé qu'il allait poursuivre le remboursement intégral des téléconsultations. C'est quelque chose, finalement, vous disiez tout à l'heure, quand la technologie arrive, on s'y fait, puis on trouve ça très bien. Mais notamment, on pourra avoir des mesures en permanence sur certaines pathologies qui seront communiquées, qui seront analysées en temps réel par un système qui pourra détecter, d'ailleurs on le voit déjà avec certaines balances, qui permettent de détecter des anomalies cardiaques, des embolies pulmonaires. Donc, comme dans les films de science-fiction, on viendra analyser nos urines dans les toilettes, quoi. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas si on en a besoin, si on est dans le cadre d'un programme suivi et qu'on a donné son accord et qu'on sait que les données sont à usage médical uniquement. Ouais, dernière question, existe-t-il une alternative à la 5G? C'est une technologie unique et universelle? Oui, parce qu'en fait, c'est des standards qui sont négociés par tous les opérateurs, les équipementiers, donc Huawei par exemple, même Apple en fait partie. Donc il y a des normes qui sont établies par toute l'industrie, donc c'est compliqué de faire sécession d'une certaine façon. La 5G pourrait-elle aider à lutter contre la délinquance en France? Alors c'est la surveillance Oui, mais on a des premières études sur la vidéosurveillance qui montrent que oui, ça donne de bons résultats en matière de lutte contre la délinquance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé, merci de l'avoir suivi. C'est dans l'air rediffusé ce soir, 22h40, et vous restez sur France 5. Bonne soirée et à demain.